Prends en pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui me gagne. J'écoute les bruits de la ville et, prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans ma prison. Nous sommes seuls dans ma cellule. Belle clarté, chère raison. 7 jours d'incarcération en septembre 1911 ont suffi à Apollinaire pour sublimer les tourments du prévenu incarcéré. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faut-il y ajouter l'incertitude sur le bénéfice à tirer de l'exercice d'une voie de recours? Une société a été déclarée coupable en appel de recel d'abus de biens sociaux et a été condamnée à une peine de confiscation. Sur le pourvoi qu'elle a seule formé, la Chambre criminelle a prononcé une cassation partielle limitée à la peine. Les juges de renvoi ont alors aggravé la peine de confiscation prononcée par la première cour d'appel. À l'appui de son second pourvoi, la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation vous a renvoyée. La question vous est ainsi posée. Les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu par la Cour d'appel de renvoi sur son seul pourvoi, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit? Vous répondrez par l'affirmative. Comment donc? La cause n'est-elle pas entendue? La justification technique est impeccable. L'article 609 du Code de procédure pénale énonce que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée. Annulé, l'arrêt cassé est réputé n'avoir jamais existé. Par l'effet du renvoi, l'instance se poursuit devant de nouveaux juges qui se trouvent saisis de la cause telle qu'elle s'était présentée devant la juridiction précédente. Le principe de la prohibition de la reformatio in peius, qui porte l'interdiction d'aggraver le sort d'un prévenu sur son seul recours, n'aurait donc pas vocation à s'appliquer. Cette solution est en réalité contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, parce qu'elle distingue et parce qu'elle dissuade. La distinction en premier lieu, la dissuasion en second lieu. La distinction. Distinguer, c'est tout à la fois voir clairement et faire des différences. Vous ne vous laisserez pas abuser par l'ombre portée des principes et vous constaterez que les dispositions contestées instituent une inégalité de traitement. L'obstacle imaginaire, d'une part, le demandeur imaginaire, d'autre part. L'obstacle imaginaire. La prohibition de la reformatio in peius serait réservée aux voies de réformation, comme l'appel, mais ne s'appliquerait pas à la voie d'annulation qu'est le pourvoi en cassation. C'est oublier que l'appel peut être l'une ou l'autre. Et l'interdiction d'aggraver le sort du prévenu sur son seul appel s'applique avec la même vigueur lorsque la Cour d'appel annule le jugement, puis évoque. C'est oublier encore que le succès d'un recours en révision emporte aussi l'annulation de l'arrêt de condamnation. Et pourtant, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine supérieure à celle résultant de l'arrêt annulé. Bien plus, la prohibition de la reformatio in peius s'applique devant la Cour de cassation, lorsqu'elle est juge d'appel de la formation disciplinaire du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil, bien sûr, mais également quand elle est juge de cassation. Par des chemins de traverse, sans doute. Mais tout de même, en jugeant que l'effet dévolutif du pourvoi est limité par la qualité du demandeur ou par son intérêt à agir, la Chambre criminelle fait-elle autre chose qu'interdire que l'exercice du recours se retourne contre le demandeur au pourvoi? L'intérêt, d'abord, le moyen de cassation est irrecevable si son succès aurait pour conséquence d'aggraver la situation du demandeur au pourvoi. Le grief de tirer que la Cour d'appel a prononcé une peine inférieure au maximum légal, irrecevable. Le pourvoi dirigé contre un arrêt qui infirme une ordonnance de placement en détention provisoire, irrecevable, dès lors que l'annulation de cet arrêt
entraînerait la réincarcération. La Cour de cassation affirme donc qu'un demandeur est sans intérêt et donc sans droit pour invoquer des griefs qui conduiraient, s'ils étaient accueillis, à une aggravation de peine. La qualité, ensuite, de l'arrêt annulé, il ne subsiste rien, sauf ce qui était favorable au prévenu qui s'est seul pourvu. Les relaxes partielles obtenues, elles acquièrent l'autorité de chose jugée et survivent à la cassation. Les réponses négatives de la Cour et du jury, elles sont acquises à l'accusé. La nature du pourvoi en cassation n'exclut donc aucunement la prohibition de la reformatio in peius. Pourquoi, alors, ne pas placer tous les prévenus sur un pied d'égalité? Le demandeur imaginaire, d'autre part. Beau jeune homme, arrêtez-vous et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Minerve, Junon et Vénus se querellent sur le mont Ida. L'une invoque sa réserve, sa pudeur et sa chasteté, l'autre met en avant sa naissance, son orgueil et son pan. La troisième. Ah, la troisième. La troisième ne dit rien. Elle eut le prix tout de même. Calcas, vous m'entendez bien. Dans cette version du jugement de Paris que propose Offenbach, c'est celle qui ne plaide pas sa cause qui se trouve préférée. La Cour de cassation procède de la même façon. Elle se reconnaît traditionnellement le pouvoir d'étendre les effets d'une cassation à des pourvus qui ne se sont pas pourvus. Cette pratique a été consacrée par la loi en 1993. Et le Code de procédure pénale prévoit alors que le prévenu, au profit de qui la cassation a été étendue, ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien demandé. Et ce serait injuste. Quel curieux renversement de perspective. Le passager clandestin de la cassation mieux traité que le voyageur régulier, comme si le demandeur au pourvoi était un importun, comme si le bon demandeur, c'était celui qui ne sollicite pas la cassation. Mais l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Vous en avez déduit le principe d'égalité devant la justice qui est inclus dans le principe d'égalité devant la loi. Vous affirmez, certes, que le législateur peut régler de façon différente des situations différentes ou déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Vous avez donc censuré, en 1975, une disposition qui permettait à des citoyens se trouvant dans des conditions semblables qu'ils soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes. Pas de différence de composition ici, mais une différence de pouvoir à l'égard de coprévenus bénéficiaires d'un seul et même arrêt de cassation. En quoi cette différence de traitement garantit-elle l'accès au juge de cassation ? En rien. Elle sanctionne celui qui forme le pourvoi. C'est une exhortation à la paresse, au renoncement, à l'accommodement avec la légalité. Cette différence de traitement est donc sans rapport avec l'objet de la loi qui régit le renvoi de cassation. Voilà ainsi un premier grief d'inconstitutionnalité, la rupture d'égalité devant la justice qui préserve l'indolent et expose l'homme diligent. Les dispositions contestées encourent un autre reproche. Elles détournent les plaideurs du recours en cassation. La dissuasion, en second lieu. Elle repose sur le hasard d'une pièce lancée en l'air et dont il faut attendre qu'elle soit retombée devant la cour de renvoi pour savoir si l'on a gagné ou perdu. Au revers de cette pièce, une promesse, celle de l'état de droit. À l'avers, une figure, celle du joueur. L'aspiration, d'une part, l'hésitation, d'autre part. L'aspiration. Qui
pourrait détailler toutes les fraudes qui se commettaient dans cette ruche. Chaque ordre d'abeilles était rempli de vices, mais la nation jouait d'une heureuse prospérité. Puis, les abeilles sont devenues parfaitement vertueuses, et la ruche a périclité. Dans sa fable des abeilles, Mandeville affirme que les vices privés font les vertus publiques. La prohibition de la Reformatio in Peius se fonde sur le vice des hommes qui veulent préserver leur petit confort et se soustraire au tragique. Que de faveur à l'égard du prévenu. Absence totale d'amende civile en matière pénale pour l'exercice d'un recours, quel qu'il soit, par la personne poursuivie. Application rétroactive de la loi pénale plus douce, interprétation large des dispositions favorables aux prévenus et prohibition de la Reformatio in Peius. À la source de ce principe se trouve un avis rendu par le Conseil d'État en 1806. L'avis se fonde sur l'interdiction de l'ultra petita, aggraver le sort de la personne poursuivie quand le vengeur public s'est satisfait de la première condamnation, c'est lui accorder davantage que ce qu'il demande. Vous en avez fait un principe général du droit, le Conseil d'État en a fait un des principes généraux du droit disciplinaire. Il produit un effet de cliquet. Le plafond de la peine maximale qui peut être prononcée s'abaisse par crans successifs à chaque fois qu'un recours est exercé par le prévenu et par lui seul. Faveur? Oui, habile faveur au service d'un intérêt plus élevé. Car c'est au bien public que contribue cette incitation à exercer un recours. La promesse de l'état de droit, c'est une interprétation et une application uniforme de la loi pénale. C'est à la Cour de cassation qu'il incombe d'y veiller. C'est ce rôle primordial qui justifie que le pourvoi soit ouvert contre les jugements de police alors que l'appel est fermé. C'est ce qui justifiait que les arrêts de cour d'assises avant 2001 soient susceptibles de pourvoi. Encore faut-il pour cela que la Cour de cassation soit saisie. C'est donc l'intérêt de tous et de chacun que la voix du quai de l'Horloge ne porte pas d'embûches qui dissuadent les plaideurs. L'hésitation, d'autre part. Je ne permets à personne d'être un fripon, mais je permets à un fripon de jouer un grand jeu. Je le défends à l'honnête homme. C'est une trop grande puérilité que de s'exposer à une grande perte. Ainsi, la Bruyère déclare-t-il son aversion au jeu et conseille-t-il à l'homme prudent de se garder de former un pourvoi. Car les garanties prétendues sont chimériques. La condamnation prononcée en première instance, c'est une erreur de perspective. Au moment où il prend sa décision de soutenir ou non son pourvoi, le prévenu est en état de l'arrêt d'appel et non plus du jugement. Le maximum légal, c'est une erreur d'ordre de grandeur dans notre pays où la peine moyenne d'emprisonnement délictuel prononcée se situe autour de 15% de la peine maximale encourue. Vous affirmez que l'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, ce droit à la garantie des autres droits, et vous veillez scrupuleusement à ce qu'il n'y soit pas porté atteinte substantielle. La crainte d'une aggravation de peine est-elle de nature à entraver l'exercice d'un recours au point de porter atteinte à sa substance même? Oui, juge la Cour européenne des droits de l'homme, oui, affirme la Cour de cassation. Pour qu'un recours juridictionnel soit effectif, il faut qu'il soit profitable. À Strasbourg, condamnation de l'Ukraine en 2015, un prévenu condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de quelques jours a été dissuadé de relever appel, car s'il l'avait fait, il aurait été maintenu en détention provisoire jusqu'à l'audience d'appel. Violation de son droit au recours. À Paris, la Cour de cassation a souligné, dans l'un de ses rapports annuels, que le nombre très faible de saisines de la commission de réexamen après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, 1 ou 2 par an, s'expliquait par l'absence de protection contre le risque d'aggravation de la peine. Un demandeur au pourvoi n'a pas à être ce héros de Dostoïevski qui joue son dernier florin, celui qui devait lui permettre de payer son dîner. Aujourd'hui, on lui demande de mettre en gage et sa liberté et ses biens.
comme si le risque d'aggravation de la peine était un prix à payer, une forme de dette de jeu, de celles pourtant pour lesquelles la loi n'accorde aucune action. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Apollinaire, au fond de sa cellule, convoque la raison, et la raison, souvent, commande de renoncer au pourvoi. Ne laissez pas les hésitants, les gens qui doutent, chanceler au seuil du contrôle de l'égalité. Ne faites pas dépendre le respect de l'état de droit des tourments d'un prévenu et de son aptitude à tout risquer. Ne favorisez pas le coprévenu qui renonce en sacrifiant celui qui poursuit avec succès la sanction d'une illégalité. Abolissez ce privilège à rebours. Vous abrogerez. Je vous remercie.